Du Rassemblement national. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. La traque de Redouane Faïd se poursuit après son évasion de la prison de Réau. Une centaine de fonctionnaires aguerris et expérimentés, la direction centrale de la police judiciaire, sont à ses trousses. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a pris sa part de responsabilité cet après-midi à l'Assemblée nationale devant vous, en affirmant qu'elle prendrait des sanctions si nécessaire. Vous demandez sa démission. Pourquoi? À quoi ça sert? Elle n'a pas assumé ses responsabilités. Elle a menacé de s'en prendre à des fusibles en raison d'une double défaillance, une défaillance structurelle du système pénitentiaire qui en fait existe depuis des années parce qu'on voit bien que les mesures de sécurisation des détenus les plus dangereux ne sont pas prises et on a pu le voir quand même pendant des mois. Il y a eu une multiplication d'agressions de gardiens de prison de la part de fondamentalistes islamistes, premièrement, et deuxièmement, sa propre défaillance personnelle puisqu'elle a été alertée précisément par des gardiens de prison qui ont dit il faut le transférer d'urgence car nous avons des éléments nous laissant penser qu'il pourrait tenter à nouveau de s'évader et elle a renvoyé ça d'un revers de la main en disant écoutez on verra ça en septembre. Donc elle a une responsabilité à un double titre comme ministre d'un système qui ne fonctionne pas et en l'occurrence une responsabilité personnelle dans cette affaire. Vous êtes sûr que c'est elle qui a reçu cette lettre et qui l'a écartée d'un revers de la main ou c'est quelqu'un dont son administration autour d'elle qui l'a fait pour elle? Écoutez, soit on est responsable parce qu'on est ministre, soit on n'est pas responsable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la gravité de ce qu'on doit faire pour à un moment donné se dire je dois déposer ma démission parce que manifestement j'ai failli dans la mission qui m'a été donnée. C'est ça la vraie question. Moi je pense que là c'est le bon moment. Donc vous dites qu'il n'y a pas de remise en question de la ministre de la Justice et qu'elle va faire payer des lampistes. Voilà, je pense que plutôt que de chercher la responsabilité des autres, elle pourrait s'acheter un miroir. En quoi est-ce qu'elle est seule responsable de la situation dans les prisons françaises? Évidemment ça ne date pas du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est des décennies encore une fois de dénuement dans les prisons françaises. Oui, vous avez parfaitement raison, la gauche et la droite portent une très lourde responsabilité, mais il se trouve que ce gouvernement est en place depuis plus d'un an et que par conséquent, ils auraient pu prendre les mesures que nous sollicitions d'ailleurs. Quand vous savez que des détenus très dangereux peuvent avoir des armes par destination avec eux dans leur cellule, peuvent téléphoner comme bon leur semble, à qui bon leur semble, et que la seule réponse que Mme Belloubet a apportée, c'est de dire il faut leur donner le téléphone dans leur cellule. Est-ce que vous croyez que c'est au niveau de la nécessité de fermeté que l'on attend précisément pour mettre en sécurité le personnel pénitentiaire et aussi pour mettre en sécurité les Français, car après tout, ce Redouane Faïd est un dangereux truand qui a participé à une action qui a entraîné la mort d'une jeune mère de famille quand même. Aurélie Fouquet, une jeune policière, vous savez très bien que sur les prisons et les téléphones en prison, il s'agit de contrôler justement les conversations entre les prisonniers et leurs familles et d'une certaine façon de pouvoir les écouter. Donc pouvoir leur donner un téléphone où ils vont pouvoir téléphoner 18 heures dans la journée est un moyen de les contrôler. Non mais il faut arrêter. Objectivement, ça n'est pas sérieux. Je crois surtout que c'est une preuve de laxisme. Elle est, Mme Belloubet, dans la suite de Mme Taubira. Et vous allez voir ce qui va se passer lorsqu'elle va présenter sa réforme de la justice. Je pense qu'on pourra constater là qu'elle est dans une démarche de laxisme. Elle vient du Parti socialiste et manifestement, elle n'a pas réussi à se départir de cette mauvaise habitude. Dans les prochains jours, l'un des terroristes les plus connus de France sera libéré de prison par la grande porte, pas par hélicoptère. L'islamiste Jamel Begal, que l'Algérie ne veut pas accueillir alors qu'il a été déchu de la nationalité française. Il sera alors assigné à résidence, assure Nicole Belloubet, faute de mieux. Est-ce que c'est la bonne solution pour vous? Si la France n'arrive même plus à avoir avec l'Algérie les moyens de lui imposer de récupérer un de ses ressortissants, c'est quand même assez inquiétant sur le niveau d'influence de notre pays. Et puis c'est un point supplémentaire en fait sur la perte d'autorité de la France à l'international. Car la réalité, c'est que Emmanuel Macron accumule les échecs en matière internationale. Alors il porte beau, certes, mais quand on regarde de près, il s'est fait humilier aux États-Unis, il est en très mauvaise relation avec la Russie, il est incapable de rien en Iran. Enfin, c'est une succession d'échecs absolument épouvantables. Et je ne parle même pas des relations avec Merkel. C'est la limite de ce que vous demandez. Vous demandez qu'on expulse les étrangers condamnés dans notre pays. Si les pays d'origine ne veulent pas les reprendre, qu'est-ce qui se passe? On est censé les garder sur le sol français. Vous savez, il y a des moyens de rétorsion. On accorde des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de visas à l'Algérie chaque année. On peut aussi dire, écoutez, si vous ne voulez pas reprendre vos ressortissants, alors nous arrêtons d'accorder des visas. Et puis, il y a aussi beaucoup d'Algériens qui travaillent en France et qui envoient chaque mois de l'argent dans leur pays d'origine. On peut aussi limiter ces transferts d'argent. Il y a toute une série, croyez-moi, de possibilités et de moyens pour obliger
l'Algérie à respecter le droit international, car nous sommes là en matière de respect du droit international. Il y a un rapport choc du Sénat qui a été rendu public sur le malaise des forces de l'ordre. 500 suicides par an, épuisement professionnel, charge opérationnelle énorme, presque 22 millions d'heures supplémentaires non payées. Le rapport avance 32 propositions, dont la création d'un livre blanc de la sécurité intérieure. Est-ce que, encore une fois, qui prévoit des moyens alloués en plus aux forces de l'ordre, ça ne vous convient pas, ce n'est pas suffisant, et qu'est-ce que vous proposez? Non mais très bien, parfait, je suis très contente qu'enfin les Républicains s'aperçoivent qu'eux aussi ils portent une responsabilité dans la longue dégradation de la situation des forces de l'ordre, dont je vous rappelle que vous m'avez entendu 1000 fois dire, non seulement on les a désarmés matériellement, mais on les a désarmés moralement. Voilà. Donc j'avais proposé toute une série de mesures, 15 000 policiers supplémentaires, des moyens en matériel. Ils travaillent dans des conditions qui sont immondes, je veux dire, qui sont indignes d'une grande république comme la nôtre. Tout cela, encore une fois, n'a pas été fait, ne sera pas fait. Il y a maintenant urgence et on se retrouve avec une souffrance, non seulement des policiers et des gendarmes, mais de leurs familles, dont on ne parle strictement jamais. Leurs femmes, leurs enfants, qui sont eux aussi bien souvent menacés, qui vivent dans la terreur, dans l'indifférence des pouvoirs publics. Alors oui, il y a une urgence à s'intéresser à leur situation, à leur redonner les moyens de la mission qu'on leur confère tout de même, et qui est une mission essentielle parce qu'elle touche à notre sécurité, qui, je le rappelle, est la première de nos libertés. 10 000 créations de postes de policiers et gendarmes sur le quinquennat, c'est pas suffisant, c'est ce que propose Emmanuel Macron. Mais ça ne sert à rien, car la réalité, c'est que ces 10 000 créations vont être aspirées par une directive européenne sur le temps de travail des policiers et des gendarmes, auquel le gouvernement a accepté de se soumettre et qui va utiliser ces 10 000 moyens supplémentaires. Donc il n'y aura pas de policiers supplémentaires dans les rues ou dans les commissariats, contrairement à ce que dit le gouvernement. La violence qui augmente contre les forces de l'ordre, vous l'expliquez comment ? Je l'explique parce qu'ils ne sont pas défendus, parce qu'aujourd'hui les policiers sont systématiquement montrés du doigt, parce que ce sont eux qui sont les accusés présumés dès qu'il y a une difficulté avec les voyous. Les voyous ont un sentiment d'impunité dans leur relation avec la police. Et c'est vrai qu'il faut noter que dans d'autres pays, on ne touche pas à la police. Dans notre pays, eh bien, quand on touche à la police, c'est à la police de se justifier. Ce sont les policiers qui sont traduits devant leur hiérarchie, quasiment accusés d'avoir été à l'origine de la rixe. C'est très grave. Mettons en place la présomption de légitime défense pour les policiers. Voilà un bon moyen de les réarmer moralement et de leur exprimer la confiance qui est la nôtre. Sur les migrants, la France va accueillir environ 80 réfugiés de l'Aquarius sur 630 et 52 du Lifeline sur 230, essentiellement des Érythréens et des Soudanais. C'est trop ou c'est trop peu ? Mais c'est un signal, c'est le signal que des dizaines de milliers de migrants peuvent continuer à risquer leur vie en traversant la Méditerranée pour rejoindre la France. Je vais vous dire ce qui va se passer. L'Autriche est en train de fermer sa frontière. L'Italie ferme sa frontière. L'Allemagne renforce considérablement sa frontière. Je vais vous dire, Schengen, c'est exactement comme le restaurant, c'est le dernier qui part qui paye l'addition. Si on est les derniers à partir de Schengen, alors on paiera l'addition de la submersion migratoire. Et moi, je vous annonce que cet été, eh bien, c'est vers la France que les migrants viendront, parce que ça restera le pays en Europe le plus attractif et, à cause de M. Macron, le plus accueillant. Pourtant, la France a refusé d'accueillir ces 2 bateaux dans les ports français. La frontière est fermée à Vintimille. Les policiers et les douaniers français ne cessent de raccompagner des migrants de l'autre côté de la frontière. C'est hypocrite, car en réalité, on ne veut pas des images montrant un bateau qui accoste sur les rives françaises. Mais par derrière, eh bien, on prend une grande partie de ceux qui étaient sur ces bateaux. Donc c'est une politique... 80 sur 630, c'est pas une grande partie. Oui, d'accord, mais pour l'instant, au début, je vous rappelle qu'en 2017, 100 000 clandestins, migrants, demandeurs d'asile sont arrivés dans notre pays. 100 000 demandeurs d'asile. C'était le chiffre le plus important que la France ait jamais connu. Si vous rajoutez à cela les 262 000 immigrés venus de manière légale, si vous rajoutez à cela les 20 000 dublinés, si vous rajoutez à cela les 320 000 personnes qui, rien que
qu'au moment où on se parle, touche l'AME, c'est-à-dire son clandestin presque officiel, en quelque sorte, clandestin officiel dans notre pays, eh bien vous vous rendez compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Et si on ne met pas fin immédiatement à cette politique-là, alors effectivement, demain, les lendemains s'annoncent extrêmement difficiles pour notre pays. Donc pour vous, ce n'est pas une crise politique, comme le disait Emmanuel Macron lors du sommet européen du week-end dernier, c'est une vraie crise migratoire, alors que les chiffres le prouvent, il y a moins d'entrées, en tout cas, de clandestins. Mais c'est une crise politique, puisque ce sont les politiques qui en sont responsables, en quelque sorte. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une pression migratoire qui ne va faire que monter dans les années qui viennent, car démographiquement, l'Afrique est en train d'exploser, et par conséquent, si on lance le signal que nous sommes prêts à accueillir les réfugiés économiques, c'est-à-dire ceux en réalité qui viennent chez nous parce qu'ils pensent qu'ils auront une vie meilleure, alors ce sont des millions de personnes qui souhaiteront venir. Est-ce que c'est cela que veut M. Macron? Et s'il le veut, il faut qu'il ait le courage de le dire. La mosquée de Paris et Dalil Boubaker refuse d'agir à l'encontre d'un imam controversé à Toulouse. Mohamed Tataï, soupçonné d'incitation à la haine après des prêches antisémites, M. Boubaker l'invite à poursuivre sa mission dans la paix, le dialogue et la sérénité, étant donné qu'il s'est excusé. Quelle est votre réaction ? C'est très révélateur, en réalité, du fait que ça n'est pas aux instances religieuses qu'il faut demander de faire la police. Vous demandez à Gérard Collomb de prendre position sur ce Mais dossier. évidemment, c'est à la justice française de faire appliquer la loi et de protéger les Français de cette situation et d'expulser, s'il est étranger, cet imam par le premier avion. C'est cela qu'il faut faire. On ne va pas demander l'autorisation à M. Dalil Boubaker ou qu'est-ce qu'il en pense ou je ne sais quoi d'autre. Ça met d'ailleurs en lumière toute la fragilité de ce que souhaite faire le gouvernement en créant un islam de France, enfin, ou je ne sais quoi d'autre, tant qu'ils n'accepteront pas de se soumettre à la loi française et à la constitution française, alors ils continueront à avancer et à recruter, ce qui est beaucoup plus inquiétant. 20 imams ont été expulsés en 2017. 20 imams ont été expulsés en 2017. Oui, mais c'est très peu. Lorsque l'on sait, et au dire même d'ailleurs du gouvernement, qu'il y a 150 mosquées radicales, il y a bien des gens. Elles sont radicales parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui ont des prêches radicaux. Donc non, ils ont la main molle sur ce sujet. Et le problème, c'est que ce sont les Français qui vont payer la note, là, aussi. La France Insoumise a décidé de boycotter le congrès convoqué lundi à Versailles par le président Macron. Ils ne veulent pas aller écouter le monarque, disent-ils. Est-ce que vous irez, vous, au Rassemblement national ? Mais j'irai parce que moi non plus, je ne suis pas fan de cette américanisation de la vie politique. Mais enfin, il n'en demeure pas moins qu'il est le président de la République et que nous sommes la représentation nationale. Et que, par conséquent, il est utile que nous ayons à entendre ce qu'il va nous dire, même si on sait que ça va être probablement un long plaidoyer pour l'Europe fédérale, pour l'intégration européenne, pour la mondialisation sauvage, pour le libre-échange absolu, pour l'ultralibéralisme, dont il est le meilleur défenseur. Donc vous déplorez que ce soit une gesticulation de la part de la France Insoumise, de ce boycott ? Disons que c'est un moyen d'exister, mais enfin, encore une fois, je pense que le meilleur moyen d'exister... C'est pas le tout d'être une opposition, vous voyez. Il faut porter une alternative. Or, je crois que la France Insoumise est dans l'opposition systématique, bruyante, visible, mais qu'il ne porte pas d'alternative à la politique d'Emmanuel Macron. On connaît aujourd'hui le nom du nouveau patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Vous étiez très